Nous sommes sur la télévision La Voix de la démocratie congolaise, l'Africa Vision Nouvelle, en collaboration avec African Caribbean Television. Nous recevons un essayiste, un écrivain africain. Il est de la Côte d'Ivoire du nom de M. Emmanuel Yao Goran. Ce dernier, il est sociologue de formation. Il est en train de travailler actuellement comme haut fonctionnaire dans les institutions internationales. Il a écrit 3 livres, dont 2 qui sont déjà sur terrain, comme vous le voyez sur notre table. Le premier est intitulé « Prémonition d'un conflit fratricide et le chantier de la reconstruction ivoirienne ». Monsieur Goran, bonjour. Bonjour, monsieur Donkaembe. Nous sommes heureux d'être avec vous dans ces murs pour parler de la trilogie. Pourquoi vous voulez parler de cette trilogie? S'agit-il de 3 livres, parce que nous en avons vu 2 seulement? Okay. Merci beaucoup. Je voudrais, avant toute chose, saluer vos auditeurs, les internautes qui nous suivent, de la Voix de la démocratie congolaise et d'Afrique Vision Nouvelle. Trilogie parce qu'il s'agit de 3 livres qui parlent d'une même chose. En fait, la thématique centrale, c'est la réconciliation ivoirienne. Le premier livre a été écrit en 2008, essentiellement. C'est les chantiers de la réconciliation ivoirienne. Et il parle essentiellement du concept de réconciliation. Il parle d'un certain nombre d'enjeux sur le champ politique ivoirien qui relève de la réconciliation à la suite de la première crise, celle de 2002. Le deuxième livre, c'est Prémonition d'un conflit fratricide, c'est un ramassis de textes écrits essentiellement sous la forme de lettres ouvertes à l'ancien président Gbagbo Laurent et à la classe politique ivoirienne. Et puis, c'est complété par des notes sur Facebook pendant la crise post-électorale. L'éditeur l'avait suggéré le titre Prémonition d'un conflit fratricide parce que ces appels qui ont été lancés à la classe politique ivoirienne, principalement au camp de l'ancien président Gbagbo Laurent, n'étaient pas entendus, ça n'avait fait aucun effet et l'inévitable s'est produit. Le troisième livre, c'est le socle de la reconstruction et de la réconciliation ivoirienne. Il est en édition actuellement. Il parle essentiellement du socle humain, les grandes composantes de la société ivoirienne qui ont d'énormes champs de convergence, des voies d'osmose qui avaient été oblitérées, et ce qui nous a conduit à la crise. Et ce livre-là s'ouvre sur un certain nombre de propositions en vue de sortir la Côte d'Ivoire totalement de la crise pour la relancer sur la voie de la reconstruction et du développement. Oui, alors, quand nous lisons, puisque nous avons eu la chance de lire les 2 livres qui sont dans nos mains, ça a eu une chance d'aller dans le sens des conseils que la communauté internationale et l'ONU prodiguaient à M. Laurent Gbagbo. Donc, ils estimaient qu'il avait fait la confiscation du pouvoir et qu'il voulait qu'il libère le pays dans le champ de la démocratie. Et comme un prophète de malheur, vous avez écrit beaucoup de lettres dans vos suggestions. Le camp Gbagbo, pour ne pas citer qu'il était l'unique, c'était le camp Gbagbo, semble être très dur, ne voulait pas suivre ses conseils. Et aujourd'hui, nous voyons que l'ancien président se trouve dans les geôles de la CPI. Concrètement, qu'est-ce que vous avez reproché à ces gens qui ne voulaient pas libérer le pouvoir politique, puisqu'ils l'ont eu de main du peuple et leur mandat était terminé. Ils ne voulaient pas remettre ça au mandat du peuple, dans le domaine du peuple. Qu'en est-il au juste? Effectivement, les lettres ouvertes sont classées dans le livre en ordre chronologique inverse.
c'est-à-dire la première lettre ouverte, elle a été écrite en mars 2004, oui. Et elle portait sur l'utilisation, la manipulation de questions d'identité, principalement du président Ouattara par les chapelles politiques. Et cette lettre-là était en prélude à la fin du mandat du président Gbagbo en 2005. Et il était question d'inviter la classe politique à libérer l'espace public ivoirien qui était en otage par le jeu de questions d'identité qui étaient des questions factices. Cela, je l'avais indiqué clairement dans cette lettre. À la suite de cela, lorsque nous arrivons à la fin du mandat statutaire de M. Gbagbo Laurent en 2005, il était question d'engager le pays dans un processus de transition politique, puisque le mandat du président Gbagbo avait pris fin et il y avait un vide constitutionnel. Il y avait eu beaucoup de dilatoires, d'atermoiements, de jeux de confiscation. Et lorsque nous arrivons en 2010 et que un scrutin est organisé, nous sommes dans cette logique-là. En fait, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, je m'étais senti interpellé par le besoin d'appeler la classe politique, de la rappeler à ses devoirs, j'allais dire, d'un jeu équilibré, parce que nous avions eu déjà une crise en 1999 avec le premier coup d'État, et en 2002, il y avait eu une rébellion qui s'était érigée. Et donc, on avait tenté en 2001, avant la rébellion, d'aller à une réconciliation, mais qui n'était pas une réconciliation véritable. Il y avait un forum de la réconciliation. Donc c'est sur la base de tous ces faits-là que j'interpellais la classe politique ivoirienne pour qu'un jeu régulier puisse s'opérer, pour que le choix du peuple ivoirien puisse se faire. Mais quand on lit vos écrits, on sent que vous étiez beaucoup plus penché sur l'ancien président Gbagbo que sur ses opposés à lui. On sent qu'il y avait des équilibres, mais plus loin encore, nous avons constaté que vous avez été la bête à battre et du côté de l'opposition et du côté du pouvoir. Donc pour dire que vous étiez une église au milieu du village, je crois. Bon, il est évident que lorsqu'on écrit un essai, ses sensibilités personnelles transpirent, ses choix personnels. Et je ne m'en cache pas en ce qui me concerne. Mais avant 2005, j'avais pris ma plume à travers des lettres ouvertes, certaines publiées sous pseudonyme. Pourquoi seulement à M. Gbagbo, pas aux autres? Oui, mais pour défendre le régime de M. Gbagbo. En 2002, lorsqu'il y a eu la rébellion, j'ai pris position en sa faveur. En la faveur de Côte d'Ivoire, pas en faveur de Gbagbo. Bon, mais en faveur du pouvoir qui était en place. Qui avait été attaqué. Okay. Parce que je fais partie de ceux, en toute modestie, qui sont contre l'usage de la force dans le jeu politique. À partir de 2005, M. Gbagbo, logiquement, n'était plus président de la République de Côte d'Ivoire. Et on pouvait, en 2003, déjà opérer une lecture au sein du Parlement de l'article 35 de la Constitution, qui est l'un des germes dans le champ politique ivoirien. Cela n'avait pas été fait. Et
c'est en fait une manière de faire contre laquelle j'ai pris position. Il est évident qu'aujourd'hui, nous avons le pouvoir du président Ouattara depuis 2011 de manière concrète, et avec ce que nous avons connu, il faut donner du temps au temps, comme l'ancien président français Mitterrand disait. J'avais pris position sur un certain nombre de choses pour lesquelles je n'ai trouvé aucune compassion, aucun appui du côté de l'opposition d'alors, ou bien du pouvoir. Et donc, on se sent ballotté de cette manière-là, mais quand on fait des erreurs, il faut le reconnaître, parce que dans mes écrits antérieurs, j'avais pris des positions qui ne sont pas, pour lesquelles je ne suis pas à même aujourd'hui de me tenir tout droit, et j'avais été amené à revenir en arrière pour récuser ces positions. Ok, alors quand on parle de position, puisque à un certain moment vous étiez pour et à un autre moment, donc chaque fois que la situation change, vous changez aussi. Est-ce que vous êtes un politicien ou bien seulement un animal social qui cherche à mettre des histoires sur la balance? Non, il y a une chose. Je travaille dans une organisation internationale. Je ne peux pas faire la politique sans avoir démissionné. Et je suis astreint à l'obligation de réserve. Et ce qui me préoccupe, c'est la Côte d'Ivoire. Plus que tout, et au-delà de la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Donc, je ne change pas de position en faveur des intérêts en jeu parce que je n'en ai pas. Je prends position pour dénoncer un certain nombre de choses et faire des propositions également dans la conduite des affaires de notre pays et au-delà de l'Afrique. Par exemple, dans mon premier livre, je parle de l'éducation comme l'un des terrains sur lesquels le jeu politique s'était joué, ce qui n'était pas convenable. Nous y reviendrons. Je voulais d'abord, puisque ce qui me concerne beaucoup, et selon ce que nous vivons actuellement, c'est pratiquement la réconciliation. Bon, avant de parler de la réconciliation nationale, puisque c'est au niveau national, nous devons d'abord décortiquer quelques éléments de la crise. Quels sont les éléments saillants qui ont mené la crise en Côte d'Ivoire? La crise ivoirienne est politique. Elle est essentiellement politique. Et elle porte sur le pouvoir politique, les moyens de son acquisition, les voies de son exercice. Mais à l'origine, les questions d'identité ont été exploitées. Il y a eu des manipulations qui ont abouti à des extrémismes. Mais au-delà, la crise ivoirienne, à partir des années 80, même du vivant du président Félix Houphouët-Boigny, tire son essence d'une crise économique, des éléments de gestion économique, des situations d'insuffisance qui s'étaient opérées. Il faut rappeler que c'est en 1983 qu'on a parlé pour la première fois de conjoncture. Il y avait un problème de trésorerie. Et donc, c'est l'ensemble de tout cela. Au-delà, il y a la question de l'éducation et donc des problèmes d'emploi, parce que la finalité de l'éducation et de la formation, c'est l'insertion de la jeunesse dans les circuits de production. Et l'école, je le disais tantôt, a servi à l'exécution d'un certain nombre d'éléments du jeu politique à travers
une jeunesse qui avait été instrumentalisée. Nous savons le cas de la FESI, qui a produit de jeunes gens qu'on retrouve de tous les côtés. C'est ça. Oui. Alors, quand vous écrivez, nous vous avons lu, vous semblez ne pas partager l'opinion selon laquelle on aurait pu faire l'économie d'une guerre si l'ancien président Gbagbo s'était refusé d'organiser l'élection présidentielle dans les conditions qu'on a connues, c'est-à-dire le pays était scindé en deux. Avec une rébellion qui contrôlait presque 3/4 du Nord, est-ce que vous soutenez cette opinion à ce jour? Non, c'est pas. Bon, je suis, je dirais, d'avis contraire. Pourquoi? En 2003, comme je l'ai dit tantôt, le président Gbagbo Laurent et son équipe, le FPI, avec le PDCI RDA, qui étaient les deux grandes forces au Parlement, auraient pu procéder à une lecture de la Constitution pour épurer les éléments confligènes essentiellement exprimés à travers l'article 35. Et la rébellion aurait déposé les armes parce que la Constitution ivoirienne, pour être amendée, doit être soumise en ce qui concerne certains articles, dont l'article 35, les conditions d'éligibilité des candidats. La Constitution ivoirienne, pour être amendée, doit être... Qu'est-ce que cet article dit à peu près? Cet article dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être ivoirien, né de père et mère ivoiriens eux-mêmes de naissance. Il ne faut avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et il ne faut pas s'être prévalu d'une autre nationalité. J'ajoute que ces deux conditions-là avaient été introduites en 2000. Auparavant, la Constitution de 95, je crois, disposait qu'il fallait être ivoirien de père et de mère, nés ivoiriens eux-mêmes. Donc, la prévalence, enfin, se prévaloir d'une autre nationalité ou ne pas avoir renoncé à la nationalité ivoirienne, c'était des dispositions qui avaient été alourdies dans la Constitution d'août 2000, au moment où Guy Robert était chef de l'État. Donc, nous le savons tous, le président Gbagbo Laurent l'a dit au Forum de la réconciliation en 2001. Oui. Ces articles-là avaient été introduits pour faire obstruction à certains candidats, dont le président Alassane Ouattara. Donc, ce sont ces questions-là parce que, il faut le dire objectivement et justement, ça établit des citoyens qui ont certains droits et d'autres qui n'ont pas ces droits-là. Alors, ces conditions-là devraient être épurées. Donc, il fallait aller à une lecture à l'Assemblée nationale, ensuite organiser un référendum. Pour organiser le référendum, il fallait que le pays soit réunifié d'abord. Bon, donc, il y a eu beaucoup d'atermoiements, de dilatoires, de oui et non à la fois, ce qui a entraîné ces blocages. Et lorsque nous sommes arrivés à la fin du mandat du président Gbagbo, eh bien, la question de l'occupation d'une partie du territoire par la rébellion avait été évoquée par lui et ses partisans pour ne pas organiser les élections. Ce qui était légitime. Oui, mais il fallait donner la chance à la paix de se faire.
il fallait procéder, parce que je l'ai dit, c'est l'une des lettres ouvertes, l'une des notes dans le deuxième livre. En fait, les dispositions constitutionnelles portant sur l'intégrité territoriale en vue d'organiser l'élection présidentielle, ces dispositions-là ne pouvaient pas servir d'argument puisque la rébellion s'était déclarée en 2002 et s'il fallait attendre que le pays soit réunifié, il aurait fallu donner des gages de confiance pour qu'on y parvienne, pour ne pas que cela soit utilisé comme un moyen de confiscation du pouvoir. C'est malheureusement ce que l'ancien président a fait. Non, vrai est que M. Laurent Gbagbo s'était senti sous pression. Là, il faut le reconnaître. Bon, il y a la communauté internationale qui faisait pression sur lui, il avait la rébellion à côté, il y avait l'opposition. Donc, il sentait maintenant qu'il était vraiment coincé. Et maintenant, en tant que responsable, il a dit non, alors je veux marcher dans ce sens, je vais dicter mon vouloir. Et c'est ce qui a fait que tout a marché. Et vous avez vu, après avoir organisé les élections, en somme, n'étaient pas crédibles. Là, il faut le dire, puisque quand vous allez du côté où il y avait les rebelles, il y en a qui se sont plaints que non, nous, on ne nous a pas accepté d'aller là-bas. Il y a eu beaucoup de problèmes. Mais Dieu merci, nous sommes à une période de la post-crise électorale. Et si nous parlons de la crise, il y a eu des éléments qui ont bloqué. Et maintenant, nous parlons de la réconciliation. Et cette réconciliation a commencé avec l'appel du nouveau président Ouattara, appelant les autres de venir s'impliquer. Mais c'est comme qui dirait, il applique la politique de la carotte et du bâton. Puisqu'il veut amener FPI aux élections et entre-temps, les dignitaires pro-Gbagbo sont en train d'être arrêtés. Oui, il faut dire que nous connaissons la Côte d'Ivoire, même si, pour ce qui nous concerne, nous sommes loin du pays. Après l'élection présidentielle, le premier comme le deuxième tour, il y a eu des rapports qui avaient été établis, que tout s'était bien passé dans le Nord. Et c'est après, lorsque le Conseil constitutionnel a donné son avis en faveur du président Gbagbo, que des émissions avaient été produites, qu'on avait trouvé des gens pour se plaindre de la manière dont le scrutin s'était déroulé dans le Nord. La Côte d'Ivoire est ce qu'elle est et nous militons tous en faveur d'une intégration, d'une inclusion de tous les fils, de toutes les composantes du pays. Mais je l'avais indiqué dans le deuxième livre, objectivement, M. Laurent Gbagbo avait d'énormes difficultés à gagner ces élections, surtout dans le nord du pays. Dans le centre du pays, au premier tour, il y a des endroits où l'ancien président Bédié a fait 80 et quelques %. Et le président Ouattara, dans certaines parties du pays, a réalisé facilement 90%. Donc, la suppression de cette région du Nord, y compris Bouaké, pour valider une victoire de M. Gbagbo Laurent, c'était assez difficile. Donc, de ce point de vue, le scrutin était incontestable. Maintenant, ce qui concerne le processus de réconciliation, il se fait avec, bien sûr, la justice, avec la vérité et aussi avec la contrition. Nous sommes de ceux qui demandent que l'impunité soit bannie de l'espace public ivoirien. Et nous sommes en faveur de la réconciliation
pour qu'elle puisse se faire sans impunité, il faudrait que tous ceux qui sont fautifs, qui sont passibles de peine, qui auraient commis des crimes, puissent rendre compte à la justice. Ensuite, peut-être que ça dépend du bon vouloir du chef de l'État. Il pourrait accorder des grâces, mais c'est vrai qu'il est nécessaire d'arriver à une justice équilibrée et que il faudrait que pour ceux qui n'ont pas commis de crimes de sang, qui seraient en détention, qu'ils soient libérés, élargis. Non, Monsieur Goran, je pense qu'il y a à boire et à manger, et surtout pour nous qui sommes des observateurs extérieurs. Est-ce que sincèrement, dans les deux camps, il y a quelqu'un qui peut se prévaloir être neutre? Puisque ce qu'on reproche au pro-Gbagbo, c'est exactement ce que les autres ont fait. Quand vous prenez les armes, ce n'est pas pour jouer. Si l'autre prétendait prendre les armes du côté du sud pour dire « je protège le pouvoir », les autres ont pris les armes et il y a eu des atrocités. Et il y a eu aussi les saignements de l'économie ivoirienne au nord. Donc, je ne pense pas qu'à ce niveau, il y a une justice juste. C'est une justice à double vitesse. Effectivement, bon, cette préoccupation est partagée par beaucoup d'institutions internationales. Les ONG exigent que justice se fasse. En toute modestie, nous sommes dans la logique d'une justice qui punisse tous les criminels, mais le président Ouattara l'a dit. Il a dit qu'aucun criminel ne pourra se tirer d'affaire. L'interprétation politique ou, je dirais, sociétale de la crise en termes de temps peut faire que lorsque, en avril, M. Laurent Gbagbo est capturé, qu'il soit mis en détention et que peut-être ceux qui ont bénéficié d'un test de loi de sa part exonérant les crimes qu'ils avaient commis en 2002 puisque ces crimes-là, certains d'entre eux sont imprescriptibles, puissent attendre dans l'antichambre de la justice. Mais je pense en toute modestie qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui ont tué d'autres Ivoiriens auront des comptes. Doivent répondre à leurs attentes. Alors, parce que quand nous parlons de la réconciliation, puisque nous semblons constater que c'est une réconciliation qui marche kahin-kaha. Conséquence, à l'ouest, on a connu des rafles là-bas. Quelle analyse faites-vous de ça et quel conseil donnerez-vous à ceux qui sont aux affaires pour que cela cesse aujourd'hui et maintenant? Ok. La question de l'Ouest a plusieurs dimensions. La crise à l'Ouest, il faut dire que l'Ouest fait frontière avec le Libéria. Oui. Et qu'il y a eu, au cours de cette crise, des éléments qui étaient venus du Libéria pour prendre part aux atrocités, contribuer à la belligérance. Vous voulez dire que ce sont les Libériens ou bien c'était les Ivoiriens qui étaient au Il y avait des Libériens. Okay. Il y avait beaucoup de Libériens, des mercenaires, des supplétifs qui avaient été utilisés. En sus de cela, il y a le problème de la terre. C'est ça. Le problème de la terre à l'ouest parce que c'est l'une des régions productrices de café et de cacao, surtout de cacao. Et c'est une région de forêt. Donc, il y a une pression démographique
en provenance des autres parties du pays et même de pays limitrophes. Et il y a des bandes armées qui circulent, qui quelquefois s'affrontent. Il faut dire qu'une partie de l'Ouest était sous le contrôle de l'ancienne rébellion. Okay. Et que pendant un moment, ce qu'on appelle certains dans le camp, sans être méchant, de l'ancien président avaient parlé de diaspora. Des éléments qui sont venus d'ailleurs dans ces régions-là avaient fait l'objet de pressions indues de la part des autochtones et de certains groupes armés. Donc, une fois que ces régions ont été libérées, à un certain moment, il y a eu un élan de vengeance qui s'était exprimé. Et puis, de cela, se sont nourries les tensions relatives à la terre. Et c'est une région qui est extrêmement sensible et qui concentre beaucoup de violence, même jusqu'à aujourd'hui. Et on ne peut pas objectivement attribuer ces atrocités à un groupe ou à un autre, mais il faudrait qu'on en revienne aux conclusions de la commission d'enquête qui a été diligentée. Oui, pour situer les responsabilités. Et il faudrait que ceux qui se sont adonnés à des tueries puissent rendre compte à la justice de quelque côté qu'ils soient. C'est ça. OK. Il y a eu des bévues de deux côtés. Dieu seul sait comment chacun répondra à ces actes. Le plus grand morceau qui a été endommagé, c'est la jeunesse. Donc, les politiciens ont trouvé leur champ dans le système éducatif universitaire et des écoles. Vous en avez parlé longuement et vous avez fait voir que c'est l'entorse. Le système éducatif doit être réformé. Alors, avant de parler de la réforme, dites-nous d'abord comment la manipulation de ces jeunes s'est faite par les politiciens pour que cela ne se répète plus jamais. Bon, là, j'avais parlé tantôt des années 80, la période des ajustements structurels. Avec le Fonds monétaire international. Voilà. Et il faut dire que le système oufouétien tirait sa force du fait qu'une élite était en formation. Et cette élite cooptait les jeunes diplômés qui finissaient leurs études. Nous faisons partie de peut-être la dernière génération qui n'a pas vécu de manière atroce le chômage. Je rappelle que mon mémoire de maîtrise portait sur le chômage des diplômés de l'université et des grandes écoles. C'était en 1982. Oui. Et donc, la manne s'est tarie. Et les étudiants qui sortaient des grandes écoles et de l'université ne trouvaient plus du travail, de l'emploi. Et à l'orée des années 80, la crise de l'école était tellement aiguë qu'elle a failli même faire mordre la poussière au président Houphouët-Boigny. En 1982-83, il y a eu des grèves qui étaient féroces. Et ensuite, il y a eu des crises jusqu'à ce que
l'économie soit à genoux. Donc, c'est pendant cette période-là que un syndicat de chercheurs et d'enseignants, le SINARES, va prendre possession du système d'éducation supérieure. Et les leaders du SINARES sont tous des politiciens de gauche dans Côte d'Ivoire, dont M. Gbagbo Laurent, son épouse, le président Francis Baudier a dirigé un temps le SINARES. Et, bon, alors, des entrailles du SINARES sortira la FESI, la Fédération ivoirienne estudiantine et scolaire et estudiantine. Avec les deux amis qui sont opposés aujourd'hui, Blé-Boudé et Soro. Il y a eu, avant eux, le premier secrétaire Martial Aipo. C'était avec lui qu'il y a eu des abus des forces de l'ordre au campus, à la cité universitaire de Yopougon, en 1991, je crois, ce qui a donné lieu à la crise de 92, au cours de laquelle Gbagbo Laurent a été arrêté. Donc, c'est en 90 que la FESI est née. Et la FESI avait partie liée avec ses formations politiques. Bon. Donc, c'est de ça. C'est ça la politisation effectivement de la classe étudiantine qui a commencé. Effectivement. Et progressivement, parce qu'avant la FESI, il y avait un syndicat, ou du moins l'aile de la jeunesse estudiantine du PDCI-RDA, c'était le MESI, le Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Vers 90, par là, le MESI était déjà mort. Donc, sur les cendres du MESI, ce syndicat qui a eu partie liée avec des hommes politiques s'était installé. Est-ce que ce n'était pas avec l'avenue de Prestoïka, quand ce vent-là commençait? Effectivement, il y avait cela. C'était le printemps, ce qu'on a appelé le printemps démocratique en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est en avril que le multipartisme a été réintroduit. Il existait, mais il n'était pas appliqué. Et la jeunesse a sa part de tribut, je dirais, de crédit dans la maturation politique, si on peut l'appeler ainsi, en termes d'ouverture. Et cette jeunesse-là, progressivement, prendra possession de l'école, dictera ses lois aux enseignants et, avec certains de ses leaders, elle introduit la machette sur le campus universitaire. Donc la violence a élu domicile dans ces... Alors maintenant, parlons maintenant de la réforme pour que cela n'arrive plus jamais et que notre jeunesse puisse être éduquée et bien formée pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire de demain. La réforme de l'éducation dont je parle, que j'ai à l'esprit, ne s'adresse pas à la Côte d'Ivoire uniquement, à tous nos pays. Il faut dire que les systèmes éducatifs que nous avons sont ce que le régime colonial nous a légué. Et on a procédé à de petites modifications de la chirurgie cosmétique. On a changé les noms, mais on n'a pas... Le fond reste le même. Effectivement. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'instrument d'éducation et de formation de notre jeunesse ait pour contenu ce que nous voulons faire de nos sociétés. C'est ça. Et il faudrait que cet instrument-là puisse avoir un esprit et une âme qui exprime ce que nous voulons
bâtir. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées depuis l'acquisition des indépendances. Nous sommes à l'ère du numérique aujourd'hui. Et il faut tenir compte de l'évolution de nos sociétés, mais il faudrait que nous formions de jeunes gens pour porter l'élan de progrès, de développement de nos pays, parce que le développement, c'est cela. Ce n'est pas des prescriptions qui viennent d'ailleurs, c'est ce que nous voulons nous-mêmes, et c'est en fonction de cela que nous arriverons à maximiser nos potentiels, nos ressources, ce que nous appelons aujourd'hui le capital humain. Oui. C'est de cela dans toutes les filières. Et si vous me permettez, je dirais que c'est une idée que j'avais évoquée en 2009. J'avais voulu écrire un livre sur cela. Je dirais que notre système de santé, notre système éducatif, dans toutes les filières, cela devrait relever du public avec des ressources obtenues sur les fonds publics. Cela est possible. Troisième élément, les infrastructures de base. Cela est possible si nous n'investissons pas dans les outils de défense, dans l'armement, si nous diminuons considérablement les ressources que nous mettons dans l'instrument militaire. Donc nous avons parlé du temps des conflits, maintenant se parler, et il y a maintenant un gouvernement en place. Après 2 ans de l'avènement du régime Ouattara, peut-on considérer qu'aujourd'hui, quelques idées que vous avez émises en cherchant à mettre tous les Ivoiriens autour de la table pour cette maison, Ivoire puisse aller de l'avant, sont mises en marche? Bon, c'est très difficile de le dire et ça passerait pour une autocélébration. Et en toute modestie, je pense que les idées que nous émettons n'appartiennent pas à un seul individu. D'autant plus que nous-mêmes, avant de les accoucher sur papier, nous avons discuté avec les gens, nous avons bénéficié de conseils d'amis. Disons que la Côte d'Ivoire revient à elle-même et que sous la gestion, l'autorité du président Ouattara, ce pays devient de plus en plus fréquentable. Il y a bien sûr des lourdeurs encore, mais j'ai bonne conscience que les autorités parlent, par exemple, de réforme de l'éducation. Le chef de l'État lui-même parle, le disait l'année dernière, parle de la nécessité d'investir dans la construction, la reconstruction du pays, plutôt que d'allouer l'argent à des dépenses militaires. Il y a tout un tas d'autres choses. Et finalement, on voudrait bien que ce pays puisse revenir à lui-même dans l'inclusion, dans l'ouverture, dans le partage, au profit de tous ses fils et filles. C'est ça. Alors, avec recul, vous avez parlé de la crise identitaire et foncière. Qu'en est-il au juste? Il me semble qu'un texte de loi, ou du moins des discussions, auront lieu bientôt à propos de l'épuration de la Constitution ivoirienne. Les questions pendantes, par exemple le rejet du principe de la double nationalité, il me semble ceux-là font partie des idées qui sont contenues dans mon 3e livre. Je pense que ces questions-là trouveront des solutions. La question de la gestion foncière trouvera également des solutions. Il faudrait suggérer, et je crois que les autorités en sont conscientes, qu'un programme post-crise puisse être engagé dans les parties du pays qui ont payé un lourd tribut
à la crise, par exemple le Nord, par exemple l'Ouest, de sorte que la pression démographique ne s'exerce plus uniquement sur l'Ouest de la Côte d'Ivoire. On peut créer des richesses au nord de la Côte d'Ivoire pour retenir les populations. On peut créer des richesses au centre, là où les infrastructures ont été détruites. Il faut les reconstruire, il faut faire de sorte que le développement de la Côte d'Ivoire soit équilibré. Et une réalité. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Africains et aux Ivoiriens en particulier qui disent que nous en avons assez avec la communauté internationale, avec l'ONU qui nous dicte presque tout. Ils veulent qu'on fasse leur volonté. Ils ne nous laissent pas les mains libres. Alors, vous, en tant qu'intellectuel, en tant que quelqu'un qui rôde actuellement dans les systèmes des institutions internationales, qu'est-ce que vous dites à la communauté africaine et ivoirienne en particulier? Je leur dis que les organisations internationales viennent à notre secours sur notre demande et que nous devons prendre en main notre destin nous-mêmes. Et sans agression, sans arrogance, sans insulter les autres, nous devons le faire avec un esprit de résilience, en nous tournant résolument vers le travail. Il faut espérer en l'Afrique, il faut croire en l'Afrique. Et c'est cela mon credo. OK. Un mot de la fin pour le gouvernant, un mot de la fin pour les Ivoiriens et les Africains qui vous suivent à cet instant. Je les salue tous. Je salue les autorités ivoiriennes, l'élite africaine. L'espoir n'est pas à perdre de vue pour l'Afrique. J'ai parlé tout de suite de résilience. L'Afrique est le continent d'avenir. Il faudrait que nous y croyions nous-mêmes. Cela est très important. Et c'est sur nous-mêmes, en fonction de nos ressources, que nous pourrions rebondir. Et c'est ce que je dirais. Je rentre à la fin du mois de mai en Côte d'Ivoire. Je prends la retraite anticipée des Nations Unies. Je suis fonctionnaire des Nations Unies, mais j'interviens ici en tant qu'auteur, en tant qu'Ivoirien, en tant que membre de la communauté africaine. Vous allez là pour être un politicien actif cette fois-ci? Non. OK, alors, chers téléspectateurs, nous sommes très contents que nous avons reçu M. Emmanuel Goran. C'est un essayiste. Il a écrit les livres que nous vous présentons ici. Il y a un autre qui vient, c'est-à-dire ces deux livres peuvent être trouvés sur le marché. M. Goran, il est essayiste. Il a écrit en suivant l'évolution de la politique ivoirienne. Et nous espérons que vous allez l'encourager à écrire davantage, surtout bientôt qu'il cherche à prendre une retraite anticipée. Donc, il va se consacrer à écrire. Alors, il ne peut mieux écrire que si il a quand même une tasse de café sur la table qui viendra du travail qu'il est en train de faire. Alors, Monsieur Goran, c'est avec plaisir que nous avons reçu dans les murs de Africa Caribbean Television, c'est-à-dire la collaboration technique de Africa Vision Nouvelle et la Voix de la démocratie congolaise. Et nous croyons que nous continuerons à jamais et nous espérons vous retrouver en attendant les deux autres livres, c'est-à-dire le livre qui est chez l'imprimeur et l'autre que vous allez parler du Congo, le Rumba, donc ça fait partie de notre culture. Alors encore une fois, merci et à la prochaine. Merci. Donc auditrices, auditeurs, téléspectateurs, nous sommes heureux que cette émission vous a plu et nous pensons que d'autres écrivains qui veulent parler à la communauté africaine en général, venez, nous sommes là pour vous. Et merci pour tout. C'était John Kayembe qui a reçu M. Goran et à la technique, nous avons M. Dosso, les grands caméramens de l'Afrique Vision Nouvelle et des Africains en général. Merci et à la prochaine.